Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour faire un petit point sur l'actu mercato de l'OL, les dossiers en cours, les ventes de joueurs, l'opération dégraissage, mais aussi les potentielles arrivées, Almada, Enrique, on va en parler un petit peu, il y a eu quelques petits changements depuis ces derniers jours, et on fera aussi une énorme boucle en passant par la DNCG, dossier super important pour l'OL, on a appris pas mal de choses ce dimanche, il faut en parler, on va aussi parler du dossier Crystal Palace, les titres de Palace que détient John Textor qui pourraient être vendus d'ici les prochains jours à un investisseur. Là encore, ça semble prendre un peu plus d'épaisseur et on essaiera de voir en fait s'il n'y a pas un lien justement qui me paraît assez évident entre le dossier DNCG et surtout l'opération de levée de fonds en bourse sur les marchés américains, une opération à laquelle tient tout particulièrement John Textor dans son plan très important pour passer tranquillement la DNCG le 31 mai prochain. Avant de commencer, les amis, n'oubliez pas, pensez au pouce, pensez aux commentaires, pensez à activer la cloche pour ne rien rater et abonnez-vous si vraiment vous aimez ce que je fais sur la chaîne. Merci par avance les amis. C'est parti pour commencer un petit point mercato, les dossiers dégraissage, les dossiers arrivés. Faisons un petit point rapide sur l'actu mercato de l'OL. Alors plein de dossiers à évoquer ensemble. On commence par le cas de Nemanja Matic. Alors je rappelle au préalable que Orban a signé à Hoffenheim en Bundesliga pour environ 10 millions plus 2 de bonus dans mon souvenir. Anthony Lopez a signé à Nantes le week-end dernier, là aussi. Pas de nouveautés sur les sujets, vous connaissez maintenant l'actu sur les deux joueurs. D'ailleurs au passage, je tiens à saluer Anthony Lopez pour son parcours à l'OL. Je n'étais pas un grand fan du profil de gardien, mais néanmoins je salue le joueur qui, j'en suis intimement convaincu, aimait le club. Et je lui souhaite évidemment le meilleur sous les couleurs de Nantes, en espérant qu'il puisse maintenir le club en Ligue 1. Dossier donc Nemanja Matic. Alors il paraît, selon la presse italienne, c'est nos amis transalpins qui l'évoquent. Nemanja Matic attirerait les convoitises de comme deuxième club le plus riche au monde, détenu par de riches investisseurs, de riches propriétaires. Club entraîné par un certain Cesc Fabregas, qu'on connaît bien, qui passait par Monaco, par le Barça, par Chelsea ou encore Arsenal. Bref, un projet extrêmement ambitieux. Et le club va signer dans les prochains jours un certain Hassan Diao, l'ailier du Betis, du Real Betis, pour environ 11 millions. C'est un projet extrêmement ambitieux en Serie A italienne. Et il paraîtrait que Cesc Fabregas ferait de Nemanja Matic son playmaker reculé, son numéro 6, son penseur du jeu, et il y tiendrait absolument. Alors je vous le dis les amis, moi j'ai un point de vue qui est clair, Nemanja Matic, c'est comme Mikotadze, c'est comme Tolisso, pour moi c'est invendable. On ne touche pas à Matic, c'est un joueur qui est tellement important, c'est lui qui régule, qui temporise le jeu dans le cœur du jeu de l'OL. Il faut le garder, c'est juste impératif. Si on perdait un joueur de sa trempe, sa qualité, son pédigré, de son leadership, ce serait un coup dur, un coup de canif dans le projet du club qui serait énorme. Donc non, veto complet sur Nemanja Matic. Le cas suivant, c'est Adrielson qui, selon là encore la presse française Foot Mercato, il serait assez proche d'un accord sur un prêt avec option d'achat à Trabzonspor en D1 turc. On a eu aussi quelques échos sur le CSK Moscou dans mon souvenir. Son agent avait dit qu'il était vraiment intéressé par la Russie, le projet de Moscou, mais il semblerait que ce soit les Turcs de Trabzonspor qui tiennent la corde pour un montant qui n'a pas encore filtré. Alors j'imagine un prêt avec option d'achat à environ 6, 7, 8 millions d'euros. La question c'est, sera-t-elle plutôt cette option d'achat obligatoire ou pas? Je pense que oui. Dans l'optique où l'OL doit dégraisser et vendre des joueurs, j'imagine mal un prêt avec une option non obligatoire, ce serait assez incohérent au vu du contexte OL. Dossier suivant, c'est Mikotadze qui attire, là encore, toujours le regard des Turcs de Galatasaray qui ne lâche pas le pressing sur Georges. Une offre de 21 millions d'euros qui aurait été formulée par les Turcs à l'OL et rejet immédiat de notre Olympique Lyonnais pour Georges Mikotadze. Tant mieux et que ça dure. Voilà, je le dis là encore, je l'ai répété plusieurs fois en vidéo. Pour moi, Georges, c'est l'avenir du club, c'est le futur numéro 9 de l'OL. C'est lui qui marquera ses 20 buts chaque année sur les 3-4 ans qui vont se profiler. Si 25 millions, 30 millions, 35 millions tombent sur la table, c'est non. 40 millions, c'est non aussi. 50, c'est non aussi. Pour moi, il est invendable. Voilà, c'est en Europe, dans le monde,
Le marché des numéros 9, il est extrêmement compliqué, il y a peu de candidats crédibles, il y a peu de profils super intéressants, et dès qu'il y en a un, ça coûte tout de suite super cher. Juste un truc tout bête, les amis. Prenez le cas de Tish Dalinga, qui était à Toulouse en passé, qui maintenant est à Bologne en Serie A, qui fait une saison cataclysmique. Il ne joue pas beaucoup, il ne marque pas, je crois qu'il est à 0 ou 1 but en quasiment 20 matchs, ce qui est infiniment peu. Dalinga signe à Bologne pour environ, je crois, 15 ou 20 millions. Le moindre joueur qui est intéressant, c'est au moins 20 millions d'euros, voire plus. Pour moi, Miko, c'est niet veto, comme Matic, on ne touche pas à Miko Tadze. J'enchaîne avec le dossier, là encore très brûlant, rumeur transalpine, de la Stampa, qui est un journal plutôt crédible côté italien. Bon, il paraîtrait que l'Atalanta Bergame de Gasperini serait sur Ryan Cherki avec une offre d'environ 25 millions d'euros qui pourrait être adressée à l'OL. Comment vous dire ? Pour moi, si on perd Cherki, on perd le joueur qui sublime l'animation de Pierre Sage. Je le dis clairement. Je pense même que parfois on minimise trop l'impact de Ryan sur le collectif. C'est le joueur qui fait passer l'OL d'une équipe standard, scolaire, propre, à une équipe parfois par séquence géniale. C'est le joueur qui a le truc en plus. Il a ce petit grain de folie technique, la subtilité que très peu ont. Et si on le perd, lui, dans ce moment si important de la saison, là encore, un coup de canif énorme dans le projet sportif du club. Donc pour moi, c'est non, sauf si on atteint un montant qui serait, je dirais, déraisonnable. À 50 millions, là, je dirais oui. À 45, je dirais peut-être oui aussi. Mais à 25, c'est non. Le calcul coût-avantage, il est simple. Garder Cherki durant 6 mois et croire en tes chances en Ligue 1 de top 4 et d'Europa League, ou le vendre maintenant, prendre un petit bifton, mais faire une croix quasi sûre, parce que tu ne pourras pas le suppléer par un autre joueur, et c'est pas Almada qui pourra, sur du court terme, être le remplaçant naturel de Ryan Cherki. C'est quasiment impossible, sauf miracle absolu. Mais moi, je suis pragmatique. On a un joueur qui fait la différence, il est sur des standards assez élevés. Il devrait faire, si on fait une projection, une saison en double-double, avec 10 passes D, 10 buts. Gardons-le, voilà, c'est juste essentiel pour le projet sportif de l'OL. Voilà, on a fait quasiment le tour des dossiers vente et dégraissage de l'OL, en tout cas pour l'instant. Maintenant, les dossiers en cours en termes d'arrivée. Dossier numéro 1, c'est Thiago Almada, l'Argentin de Botafogo, qui devrait signer logiquement, qui devrait rejoindre l'OL sous quelques jours. On sait que dans son contrat, il a une clause activable, la clause olympique lyonnais, qui est quasiment intégrée dans tous les contrats de joueurs que Textor veut séduire. En gros, passe par le Brésil, et tu as une clause que tu peux à tout moment activer, qui fait que, si tu le souhaites, tu joueras en Europe et à l'OL, club de la constellation Eagle. Très bien, ça me va. Je pense que Almada sera un des nôtres d'ici quelques jours. Le joueur était catégorique. Pierre Sage l'avait largement refroidi en disant « oui, c'est pas encore officiel, donc temporisons un petit peu ». Ça va se faire, je suis pas trop inquiet, d'autant plus que la presse française, via l'équipe, c'est Hugo Guillemet qui l'affirme, l'OL peut faire des prêts gratuits. Et selon RMC, eux vont encore plus loin, ils disent que l'OL peut même faire des prêts payants. Et le gros dossier du moment aussi, sur le plan des arrivées, c'est le dossier Luis Enrique. Je l'évoquais en vidéo récemment, j'étais très tranché sur la question. Je pense qu'il ne viendra pas à l'OL. J'en suis convaincu. Je pense que dans l'affaire, l'OL, c'est un moyen d'augmenter les enchères. Parce que Eagle, Textor ont besoin de cash. Et l'une des grosses valeurs de la constellation Eagle, c'est Luis Enrique. Et aussi Igor Jesus qui pourrait partir en Angleterre. On parle de West Ham et aussi Arsenal, des offres à environ 20 millions d'euros jugées insuffisantes. Mais dans le cas de Enrique, c'est ce joueur qui peut te ramener peut-être 25, 30, 35, 40 millions d'euros. Et la presse brésilienne de Fogo Net, dans mon souvenir, évoque un montant que souhaiterait atteindre Textor pour Enrique d'environ 60 millions d'euros. Ce qui est énorme. Là encore, les amis, je tempère beaucoup. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il puisse y arriver. C'est quand même énorme. On parle de montants qui, dans le foot de maintenant, sont souvent mis pour des joueurs qui sont plus jeunes qu'Enrique et qui ont peut-être plus de perspectives d'avenir. Il a quand même 24 ans depuis quelques jours. C'est pas un gamin, c'est pas un jeune joueur. Et je rappelle aussi qu'il a connu en Europe un échec au Real Betis, et ça, on a un peu tendance à le négliger dans l'agenda, dans le répertoire des grands clubs européens, le top 10, top 20 européens.
le passage au Real Betis, où il a un peu floppé, on peut le dire, ça reste gravé, ça reste là pour tous les recruteurs européens, des top clubs européens. Quand tu passes en Europe et que tu as un premier échec d'ordre d'adaptation footballistique, mais pas que, aussi culturel, ça reste, et il y a un doute. Et j'imagine mal un top 10 européen mettre pour lui plus de 50 millions, ça me paraît beaucoup. Pour moi, son vrai prix, c'est environ 30-35, parce qu'il y a l'expérience qui a un peu refroidi les Européens au Real Betis. Donc voilà, on verra bien. Si Textor le vend au prix demandé, ce sera une fabuleuse opération, une opération extraordinaire. J'ai quelques doutes, mais s'il y a un point sur lequel j'ai peu de doutes, c'est qu'on ne le verra pas à l'OL. J'ai vraiment... Alors, je peux me tromper, mais je crois que Textor a trop besoin de cash, et ça signifierait en prime qu'il faille, du côté de l'OL, exfiltrer des joueurs qui ne sont pas encore partis, comme Benrahma ou Nuama. Là encore, je l'exclus pas. Mais pour que Enrique vienne, il faut faire de la place. Tu ne peux pas comme ça accumuler 3-4 profils sur les côtés, Fofana, plus Cherki, plus Enrique, plus Nuama, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est beaucoup pour l'OL. Et il faut aussi intégrer le petit Molébé qui doit jouer de plus en plus. Forcément, qui dit arrivée dit départ, et j'ai du mal à croire comme ça, sauf là encore offre inespérée, que Benrahma et Nuama quittent le club. Leur niveau actuel n'est pas en adéquation avec un possible transfert. Ça, c'est donc le point mercato, dégraissage. Arrivé maintenant, point numéro 2, qui me paraît super important, c'est le passage devant la commission d'appel de la DNCG pour l'OL. Ça, c'est extrêmement important. On a appris dans la presse ce dimanche, vers 19h30, dans mon souvenir, que l'OL avait donc rendez-vous avec la DNCG pour trouver une forme de conciliation, apporter des preuves, des faits qui montreraient que l'OL va dans le bon sens, le sens espéré par la DNCG. Je rappelle pour toutes fins utiles que la DNCG avait prononcé des sanctions très très lourdes envers l'OL, notamment interdiction de recrutement, encadrement de la masse salariale et surtout rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire. J'en reparlerai après parce que pour moi ça c'est un des points clés du dossier DNCG et levée de fonds sur les marchés américains. J'en reparlerai largement après en détail. Donc, selon l'équipe Hugo Guillemé, on apprend que l'OL va donc prouver à la DNCG qu'il y a un apport de cash d'environ 100 millions sur les prochains jours qui va se dérouler. 80 en décembre, 80 millions, c'est pas rien, et 20 millions dans les prochains jours de janvier. Alors là, il faut être, très très précis. Hugo Guillemé, sur Twitter, a laissé entendre que ce serait le mécanisme qui opère dans Eagle classique, à savoir tout passe par la holding, donc Eagle Football Holding, et tout redescend vers les clubs. En fait, pour faire simple, si on schématise le raisonnement, la structure holding, Eagle Football Holding, c'est un pot commun, une tirelire commune à laquelle contribuent tous les contributeurs de la constellation Eagle, à savoir Botafogo, Molenbeek et surtout l'OL évidemment, à mon grand désarroi. Et par un jeu de remontée de flux montant et descendant, les clubs abondent le pot commun et en retour le pot commun sert à abreuver les clubs en cas de besoin. L'OL a largement, je le dis bien largement abondé le pot commun avec des prêts, d'ailleurs que doit encore rembourser Botafogo à l'OL, des prêts souscrits auprès de OL Sassu à Rio au Brésil pour quelques millions d'euros, même parfois dizaines de millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et là, on est un peu sur l'ascenseur, le retour d'ascenseur pour l'OL, avec des fonds qui remontent de Botafogo vers la holding pour être ensuite redistribués à l'OL. Je pense qu'on est un petit peu là-dedans, mais pas que. Sur les 80 millions d'euros qui ont été remontés à l'OL courant décembre, de ce qu'annonce l'équipe, je pense qu'il y a 40 millions en effet qui viennent de Botafogo, 30-40 millions liés aux titres et aux recettes, aux primes perçues durant le Brasileiro, vainqueur du Brasileiro, et aussi vainqueur de la Copa Libertadores. Donc on est environ sur 30-40 millions pour les titres perçu par Botafogo, donc son parcours victorieux durant la saison qui s'est écoulée. Et je pense qu'il y a aussi 40 millions, rappelez-vous les fameux 40 millions liés à la pré-IPO. Alors IPO, c'est l'introduction en bourse du véhicule financier Eagle. On avait appris il y a maintenant, je crois, un mois et demi, que Eagle avait réussi à souscrire en pré-IPO, donc avant introduction en bourse, auprès d'un investisseur environ 40 millions de dollars. Ce qui me fait croire sur un calcul très simple que si l'on cumule les 40 millions qui remontent de Botafogo vers la holding, plus les 40 millions en pré-IPO, en pré-financement sur les marchés
marché financier américain sur le New York Stock Exchange, on est à 80 millions, c'est logiquement la somme qu'évoque la presse française. Et après, il manque les 20 millions qui sont sûrement, là encore je suppute, c'est de l'hypothétique, qui sont sûrement les ventes de joueurs faits par l'OL. J'imagine que dans le calcul, Textor et Laurent Prudhomme vont intégrer les ventes d'Orban, d'Anthony Lopez, bref, les fins de contrat, ça va être intégré au calcul, ce qui fait que 80 plus quelques millions, on est quasiment à 100 millions de cash qui vont revenir dans les caisses de l'OL dans les prochains jours. Si je me fie à ce que dit Hugo Guillemet, j'imagine quand même mal une remontée simple des fonds de Botafogo vers Eagle, puis vers l'OL, parce qu'en fait, c'est une somme qui est trop grande. Dans aucun monde, Botafogo ne peut faire remonter à la holding quasiment 80 ou 100 millions d'euros. C'est impossible. Leurs revenus liés à leur victoire au Brasileiro et en Copa, ça ne fait à peine 30-40 millions. Donc, il y a autre chose. Ce sont les fonds que Eagle a pu faire souscrire en pré-IPO, donc avant introduction en bourse, qui devrait d'ailleurs avoir lieu dans les prochaines semaines, puisque selon l'équipe toujours, l'OL s'est attaché les services de la banque de grande renommée mondiale, la banque UBS, pour réaliser le process d'introduction en bourse sur les marchés financiers américains. Je rappelle que UBS est dans le top 10 des grandes banques qui sont expertes du domaine en l'occurrence. C'est vraiment rassurant de voir qu'une grosse banque aussi fiable et réputée que l'est UBS accompagne le club dans sa démarche de levée de fonds sur les marchés financiers américains. Ça, c'est un bon point, il faut aussi évidemment le souligner. Mais malgré tout, pour le dossier financier économique, il faudra attendre, comme toujours, le communiqué financier d'Eagle Football Group, puisque c'est ça le vrai révélateur. Ce que je vous dis là, ce sont juste des hypothèses que je formule en tant qu'observateur extérieur. Voilà, je n'ai pas d'infos plus que ce que ne dit la presse pour le moment. J'ai quelques petits échos, mais pas suffisamment pour vous dire un point de vue affirmé et véridique. Attendons le communiqué d'Eagle et puis après on pourra juger. Car je rappelle un élément aussi que beaucoup oublient, c'est que on peut très bien aussi imaginer un monde dans lequel John Textor aurait consenti un prêt sur fonds propres à l'OL et que l'OL devrait rembourser. Il l'a fait récemment, il l'a d'ailleurs dit en conférence de presse courant septembre-octobre dans mon souvenir. On n'est pas non plus à l'abri de ça. Donc est-ce que c'est Botafogo? Est-ce que c'est la pré-IPO qui finance le cash qui rentre dans l'OL? À voir. Ou est-ce que c'est un prêt de Textor consenti envers l'OL? Là encore, je ne sais pas. On verra bien. Je n'ai pas la réponse. Mystère et boule de gomme, toujours. Et enfin, troisième thème de la vidéo qui est super important aussi. Pour moi, c'est un dossier clé de l'avenir de l'OL et de Eagle Foot. C'est la vente des parts de Crystal Palace. On a appris dans l'article de l'équipe toujours que la vente des titres de Palace serait sur l'étape numéro 2, une lettre d'intention d'entrer en négociation exclusive avec un fonds d'investissement qui pourrait donc racheter les titres de Crystal Palace pour un montant supérieur à 200 millions de livres. Alors on avait évoqué récemment environ 230 millions de livres, ce qui fait à peu près à la louche 280, un peu moins de millions d'euros. Sauf que tout ce que je vous dis là, les gones, c'était avant l'article publié par The Athletic il y a quelques instants sur les coups de 19h qui affirme en exclusivité, c'est du breaking news quasiment en direct que je vous donne, le groupe Eagle est en négociation exclusive avec un fonds d'investissement dont les fonds proviennent d'Arabie Saoudite, mais également du continent américain, un fonds qui est mené par deux frères, les frères Sayed, qui donc tiendraient la corde pour racheter les parts de Crystal Palace détenues par John Textor et par Eagle. Et là, la donne change totalement en fait, parce que on sait maintenant qu'il y a grosso modo deux offres sur la table. John Textor et Eagle ont deux choix devant eux. Soit ils passent par l'offre formulée par les frères Sayed, qui est évaluée visiblement selon The Athletic à environ 185 millions de dollars, ce qui fait grosso modo à l'euro près 180 millions d'euros. Et là, il faut dire qu'on est largement en dessous des montants qui étaient espérés par John Textor. Je rappelle qu'il y a maintenant grosso modo un an, Textor espérait quasiment plus de 300 millions d'euros pour ces 45% qu'il détient à Crystal Palace. Et encore, il y a maintenant un mois, la presse britannique évoquait
des offres potentielles, et Textor lui-même les évoquait en conférence de presse, rappelez-vous, sur la chaîne OL Play, il évoquait lui-même des offres à plus de 230 millions de livres, donc 280 millions d'euros. On en est loin, on est 100 millions en dessous, et maintenant je peux vous le dire, parce qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret d'initié. J'ai des amis qui m'avaient dit à l'époque, parce qu'ils travaillent un petit peu, ils ont bossé le sujet, qui m'avaient dit, Mika, en Angleterre, ce qu'il se dit, c'est qu'il ne pourra jamais atteindre une telle offre, c'est impossible. Et il m'avait dit, tu verras, on sera en dessous des 200 millions d'euros d'offres pour ces parts à Crystal Palace. Et je l'avais dit à des potes sur Twitter, ils se reconnaîtront, eh bien on y est. Soit il passe par ce groupe américano-saoudien mené par les frères Sayed, et donc une offre qui l'exclurait, qui le mettrait hors jeu de Crystal Palace définitivement, puisque eux veulent le contrôle total du club, quitte aussi à prendre les parts de Parish, Blitzer et Harris. C'est l'option numéro 1. Option numéro 2, que l'article de The Athletic mentionne très clairement, il a aussi sous la main une offre qui est celle de Sportsbank, un groupe dont j'ai parlé juste avant, qui quant à lui est un fonds d'investissement mené par deux amis qui sont fans de Crystal Palace, avec en backup des fonds dont l'origine serait émirati et là encore américaine. Et eux, Sportsbank, l'idée c'est qu'ils ne passent pas par un achat sec des titres de Crystal Palace détenus par John Textor et par Eagle, mais par un investissement indirect au sein de Eagle Foot afin de détenir des parts dans Crystal Palace. Et là, on aurait une forme d'investissement donc indirect qui permettrait à John Textor indirectement via Eagle on peut le dire comme ça, de contrôler, là encore indirectement, Crystal Palace, même si, attention, cela implique, du côté de Sportsbank, c'est une de leurs revendications, cela implique que John Textor cède son fauteuil, son siège, au sein du conseil d'administration de Crystal Palace. Donc il y a deux choix, et ça n'est pas sans implication pour l'avenir de l'OL. Parce que oui, ça a un impact direct sur l'avenir, la stratégie d'Eagle pour l'OL. Si Crystal Palace sort de l'équation, sort du jeu, quel club se retrouvera au cœur du moteur Eagle Foot? C'est l'OL, c'est l'Olympique Lyonnais, qui deviendrait alors la valeur refuge, la valeur forte de la structure multiclub. Et qui dit valeur centrale de la structure dit que l'OL devrait assumer pour quasiment tout le groupe, les risques pris par le groupe. Ça paraît évident, mais si dans les trois clubs, il y en a un qui est plus fort que les autres en termes économiques et financiers, c'est lui qui va assumer les moindres pots cassés. Donc voilà, je pense que dans l'intérêt de l'OL et d'Eagle, parce que nos intérêts sont maintenant, malheureusement, je dirais, liés, l'intérêt pour nous, c'est que John Textor puisse mettre la main sur Crystal Palace, qu'il ait le contrôle de Palace. Qui dit contrôle de Palace dit levée de fonds réussie sur les marchés américains. Car je rappelle un truc tout simple, c'est que les Américains sont anglophones, ça paraît là encore la palissade que je vous dis là, mais le marché américain financier est bien plus observateur et attentif à ce que font les footballeurs anglais que ce que font les footballeurs français. Ça paraît juste logique. Des passerelles culturelles entre eux, il y en a plein, et surtout en termes de valeur, en termes de création de valeur à l'échelle du monde du foot, l'Angleterre, la Première Ligue, c'est sans commune mesure avec la France. Et je n'exclus pas un scénario, une hypothèse dans laquelle, par exemple, Textor introduirait en bourse américaine le titre Eagle, dans lequel il y aurait Botafogo, Molenbeek et l'OL, et que ce titre ne trouve pas preneur ou très peu preneur, et qu'il se dévalorise, et qu'il perde, et qu'il décote, et comme il décote rapidement, son retrait des marchés américains. C'est une hypothèse qui est tout à fait plausible. On peut imaginer un monde dans lequel le titre Eagle ne trouve pas preneur auprès des investisseurs américains, et s'il n'y a pas de preneur, loi de l'offre et de la demande, le titre se déprécierait, perdrait en valeur. Et vous connaissez la musique, si un titre perd de la valeur, il faut stopper très vite la décotation en retirant le titre. Je n'exclus pas ce monde-là, c'est fort possible. En fait, on revient un petit peu à mon cheminement sur le projet Textor. Je ne suis pas anti-Textor, je ne suis pas non plus anti-Eagle, mais je suis anti-système à risque dans lequel se trouve pris au piège l'OL. Ça, je n'aime pas. Et c'est justement là, les amis, que tout prend forme. Il faut, je pense, établir un lien que j'ai très très peu vu sur les différents médias et réseaux. Il faut établir un lien entre le dossier des NCG et le dossier marchés américains, les fonds que veut lever Textor en bourse américaine. Le lien, il est évident. Il ne pourra pas
lever des fonds, réussir une levée de fonds, s'il présente aux investisseurs américains une structure dans laquelle son club phare, qui est l'OL, serait sous la menace de sanctions telles qu'une rétrogradation à titre conservatoire. Les gars, soyons réalistes et pragmatiques. Est-ce que vous, un instant, vous pourriez investir sur un projet, une entité dans laquelle il y aurait un club de foot qui serait menacé de rétrogradation à titre conservatoire? C'est impossible. Qui irait prendre le risque d'investir peut-être à 2, 3, 4 dollars, 5 dollars le titre Eagle Foot, avec en contrepartie un risque de dégradation du titre parce que le club phare qui est l'OL pourrait finir en Ligue 2? C'est impossible. Vous voyez où je veux en venir? En fait, la clé du dossier, c'est est-ce que oui ou non, John Textor pourra faire lever les sanctions d'ici l'introduction en bourse du titre Eagle? C'est ça le sujet. Et on est en plein dedans. Je pense que le rendez-vous des NCG prévu ce vendredi 10 janvier, il sert aussi à ça. Est-ce que l'OL pourra convaincre la commission d'appel de la DNCG de lever les sanctions? Est-ce que l'OL pourra montrer patte blanche pour montrer justement les efforts qu'il a consentis pour correspondre au plan exigé par la DNCG? C'est ça la question. C'était en gros les gars ce que je voulais vous dire, dossier qui est, je sais, très complexe, mais au moins vous avez entre les mains toutes les cartes pour mieux saisir la situation actuelle du club et ce qui nous tend les bras d'ici les prochaines semaines. Sur ce les gars, portez-vous bien et à très vite pour un prochain contenu sur la chaîne. Ciao ciao.